Sur le programme de cette heure-là, donc pour ce niveau 2, on avait prévu 3 points. Le premier, c'est apprendre à compter dans des cellules. Donc, effectivement, on verra quel est l'intérêt de compter différentes choses dans des cellules et quoi en faire. Ensuite, comment créer et aller rechercher dans des tableaux. Alors, ça peut être des tableaux de données ou ça peut être des barèmes, d'accord? Mais ce n'est pas uniquement des barèmes. Et enfin, on verra comment créer une fiche de suivi du prof qui peut récupérer justement des données dans différents onglets en fonction de l'activité des élèves. Voilà. Donc, je vais donner la main à David. Je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà, Et puis, David. Ouais. Donc ici, voilà, je vais repartir. Donc, je vais partir de ce tableau-là. Je vais le grossir un peu. Donc aussi, pour ceux qui n'étaient pas là, je pense que tout le monde était là ou hier ou tout à l'heure, mais donc n'hésitez pas à poser des questions par dans le le chat. chat, oui. On essaie d'y répondre, on essaie d'y répondre rapidement. Alors ici, donc, je vais repartir de données que j'ai pré-remplies. Donc, on imagine qu'ici, j'ai un tableau, une liste d'élèves. On en reparlera peut-être aussi à la fin, là, donc, auquel j'ai appliqué une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire en fonction du sexe de l'élève, et la case de l'élève est allumée d'une certaine couleur. La mise en forme se fait de façon automatique. Et ici, j'ai un tableau, ce sera un tableau de récupération de niveau atteint dans un cycle GYM. Voilà, donc un niveau atteint en ATR, en rotation avant, rotation arrière et en dessous. Donc les élèves viendraient ici saisir. Donc j'aurais pu utiliser, parce que les niveaux seraient de 1 à 12 par exemple, et pour éviter des problèmes de saisie, de perte de temps, comme a montré Mickaël pour ceux qui étaient là avant, une validation de données. Là, j'ai rentré à la main. Et on voit que certains élèves, j'ai laissé des cases blanches exprès, d'accord, des cases où, par exemple, ici pour Martin, pour l'instant, en rotation avant, il n'a rien rempli. La première chose que je vais remplir, c'est cette partie-là. Donc j'aimerais déjà connaître, pour un retour rapide pour moi, pour ma synthèse, le nombre, d'accord, alors c'est un nombre d'exos, c'est-à-dire que le nombre d'exercices, on va appeler, c'est vraiment mal nommé, le nombre d'exercices dans lequel l'élève a rentré un niveau. D'accord? Donc ici, par exemple, pour Lucie, je vois qu'elle a rentré les 4. Mais là, j'ai mis que 4 colonnes, donc c'est facile visuellement à voir. Mais imaginez bien que si vous aviez comme ça une quinzaine de colonnes, à compter combien elle a fait sur les 15 colonnes, ça va être plus difficile. Donc là, je vais utiliser la fonction qui s'appelle nbval. La nbval, cette fonction, d'accord, elle ne fait que compter. Et elle compte, voilà, elle n'a pas besoin de beaucoup de paramètres. Hein. La nbval est une zone dans laquelle elle doit compter. Qu'est-ce qu'elle va compter? Elle va compter toutes les cellules où il y a écrit quelque chose, que ce soit du numérique, du texte, une croix, un point, n'importe quoi. À partir du moment où dans la cellule, il y a quelque chose, elle la compte. D'accord? Donc là, ici, moi, je voudrais qu'elle compte ici. Donc, je vais lui dire égal nbval. J'ouvre ma parenthèse pour entrer les paramètres. La zone que je veux compter est ici. D'accord? Donc, dans cette zone, combien l'élève a rempli? Et j'obtiens bien 4. Je vais étirer ma formule pour vérifier que la fonction fonctionne bien. Ici, on voit que Martin, il a bien que 3 exercices remplis, puisqu'il a une case de vide. À partir du moment où ici, il va rentrer quelque chose, hop, on voit qu'ici, ça va passer à 4. Donc, ça permet, le nbval, de compter très rapidement quelque chose. Donc ici, moi, je compte des exos. Ça aurait pu être de compter, par exemple, des croix, uniquement des croix. Voilà, un élève a fait quelque chose, vous validez par des croix, d'accord? Et à la fin, vous savez combien de choses il a validé. Donc ce nbval, très facile à utiliser et permet de compter très rapidement, quel que soit ce qu'on a rentré dans la cellule. Maintenant, je vais un peu compliquer la tâche, c'est que je vais vouloir compter, mais en fonction d'un critère ou d'une condition. Donc ce n'est plus nbval que je vais utiliser, mais c'est ici nbsi. Donc on retrouve la fonction si qu'on va voir, qu'on a vu tout à l'heure. Éventuellement, je vous remontrerai rapidement ici, mais ensuite Mickaël vous parlera des barèmes, ce qui est beaucoup plus efficace que la fonction si. Et ici, je vais utiliser nbc. Alors, ce que je voudrais avoir là, c'est connaître le nombre de fois où Lucie a dépassé le niveau 8 dans n'importe lequel ici des domaines ou des catégories que je teste. Donc, je voudrais savoir combien de fois elle a dépassé le niveau 8, quel que soit l'exercice, que ce soit en ATR ou la rotation avant, etc. Donc, ici, je vais utiliser la fonction nbc. Qu'est-ce qu'elle demande? Donc, si je regarde ici, elle demande d'abord où est-ce que je teste? Où est-ce que la fonction teste? Donc, je vais sélectionner la plage ici de cellules
où le test va s'effectuer. Et elle va compter combien de fois ce test est rempli. Donc, deuxième chose qu'il faut que je indique ici, c'est qu'est-ce que je teste. Là, je vais tester, d'accord, si c'est supérieur ou égal à 8. Alors, je l'écris, supérieur ou égal à 8. Alors, pourquoi je le mets entre guillemets? Je le mets entre guillemets pour qu'ils comprennent bien que c'est un critère avec une formule à l'intérieur. Si, par exemple, j'avais juste écrit 8, sans supérieur ou égal, ça veut dire qu'il va chercher le nombre de fois où 8 est écrit. À partir du moment où vous allez commencer à rentrer quelque chose de plus complexe, donc là, supérieur ou égal, etc., il faut lui indiquer que c'est du texte. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'habitude, hein, quand on met des guillemets dans une fonction, c'est uniquement parce qu'on parle de texte. Et tout ce qui est numérique, on ne met pas de guillemets. Mais là, si vous ne mettez pas les guillemets, je vous montre ce que ça fait. Donc, je lui indique ça. D'accord? Et là, il met, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Et je rajoute les guillemets, c'est-à-dire que je vais bien séparer ce que je teste. Ça fonctionne. J'ai bien, d'accord, pour Lucie, une seule fois supérieur ou égal à 8. Pareil, je vais étirer ma formule pour vérifier qu'elle fonctionne. D'accord? Donc pour Karim, par exemple, 2, effectivement, 8 et 11. Il a dépassé 2 fois le niveau 8. OK? Maintenant, je vais faire ici la même chose, mais là, je l'ai fait de façon individuelle. Même chose, mais pour tous mes élèves. Je voudrais savoir, d'accord, combien de fois, pour tous les exercices donnés et pour tous les élèves, le niveau 10 a été dépassé. Le niveau 10 a été dépassé. Donc, je vais commencer ma formule de la même façon, sauf qu'ici, la place que je teste, c'est l'ensemble des données de tous les élèves. Et ce que je teste, c'est comme tout à l'heure. Donc là, hein, quand on dénomme une fonction, n'oubliez pas qu'on sépare les paramètres d'une fonction. Donc ces paramètres sont mis entre parenthèses et tous les paramètres sont séparés par des points-virgules. Ça, c'est à retenir, c'est valable pour n'importe quelle fonction. Donc là, ce que je veux, bah, c'est comme tout à l'heure, c'est supérieur ou égal à 10, mais sauf que je vais appliquer cette condition à l'ensemble de mes données. Voilà, j'obtiens 5, c'est un peu mieux, d'accord? Et vous pouvez vérifier, mais ici, il y a bien 5 fois, d'accord, où le niveau 10 a été atteint ou dépassé sur l'ensemble des données de mes élèves. Donc ici, avec ces fonctions nbval ou nbc, vous allez pouvoir sortir en fait ou synthétiser des données qui au départ étaient réparties partout dans le tableau. La chose suivante que je voudrais faire, c'est ici attribuer un niveau de compétence, d'accord, en fonction du niveau atteint ici qui est chiffré. C'est-à-dire qu'ici, il a atteint un niveau 10, d'accord, et le niveau 10, à partir de, moi je vais décider hein, qu'à partir de supérieur ou égal à 8, d'accord, donc je vais, alors je parle de compétences hein, parce que je vais utiliser fragile, satisfaisant, très bien. Voilà. Donc vous voyez que j'ai écrit une formule assez compliquée en soi quand on la regarde comme ça parce qu'avec beaucoup d'informations, beaucoup de parenthèses ouvertes, fermées dans tous les sens, des points-virgules. Et c'est vrai que si vous commencez à taper des formules comme ça, on peut très rapidement se perdre. Très rapidement se perdre. Par contre, je vais vous la lire en français pour vous expliquer ce qu'elle fait, cette formule. Et encore, ça, c'est pas une formule très longue. Hein. Des fois, on peut faire des formules qui font vraiment, vraiment plusieurs lignes. Alors ici, je commence par une condition. La première condition que je lui dis, c'est que si la cellule F4, donc ici, s'il n'y a rien ici, c'est-à-dire si l'élève n'a rentré aucun niveau, bah, tu n'affiches rien. D'accord? Donc la condition, la formule la fonction si, pardon, demande 3 paramètres. Qu'est-ce qu'on teste? Qu'est-ce qui se passe si le test est vrai ou bon? Et qu'est-ce qui se passe si le test est faux? Voilà, à chaque fois, il y a 3 choses. Et là, en fait, la complexité de cette fonction que j'ai écrite ici, c'est que des fonctions si sont imbriquées les unes dans les autres. Donc si je la lis en français, je dis première chose que tu testes, c'est est-ce que c'est vide? Si c'est vide, tu n'affiches rien. Si ce n'est pas vide, tu fais un second test. Tu vérifies si c'est supérieur ou égal à 8. Si c'est le cas, tu écris très bien. Si ce n'est pas le cas, tu fais à nouveau un test. Tu testes si c'est supérieur ou égal à 4. Si c'est le cas, tu écris satisfaisant. Et dans tous les autres cas qui restent, tu écris fragile. Donc là, généralement, quand on imbrique comme ça des fonctions dans des fonctions, la difficulté, c'est le nombre de parenthèses qu'on a ouvertes et fermées. Et on peut très vite en oublier une, et ce qui provoquera une erreur dans la cellule. Alors, vous voyez, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous avez quand même une aide. Quand votre curseur est à côté d'une parenthèse, il vous colore la parenthèse fermante et la parenthèse ouvrante. D'accord? Donc là, on voit que
j'ai correctement rentré mes parenthèses puisque la première a bien une parenthèse fermante. Donc, ça veut dire que toutes les autres ont la leur. Si par exemple ici, je rajoute une parenthèse, vous voyez qu'ici, mon curseur est à côté de la parenthèse. Ma parenthèse n'est pas éclairée. Ça veut dire qu'elle est seule. Elle n'est pas corrélée à une autre parenthèse qui aurait été ouverte. D'accord? Donc, vous avez quand même une petite aide visuelle. Si jamais je laisse comme ça, bien sûr, voilà, ça va mettre, il y a un problème. A priori, il y a un problème de parenthèse. Donc, je valide. Hop, je vais corriger mon erreur. Et là. Donc ici, vous voyez une formule assez longue que je vais étirer de la même façon que pour toute formule. Et j'ai bien ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai transformé ici ma zone avec des niveaux atteints chiffrés, d'accord? Et j'y ai appliqué, moi, des conditions pour afficher ça de façon avec du texte et éventuellement un niveau de compétence atteint. Voilà. Alors, David, il y a Muriel qui demande si ça fait ça aussi sur Excel. Tu sais, la petite information comme quoi il manque une parenthèse ou il y en a une de trop. À vérifier, mais je crois que oui. Oui, il me semble aussi, moi. À vérifier, mais je crois que oui. De toute façon, quand vous allez avoir l'erreur sous Excel, comme vous avez vu là dans Sheet, il va vous dire que c'est une erreur entre guillemets de parenthèse. Il va vous dire que c'est une erreur de parenthèse. La plupart du temps, de toute façon, les erreurs, c'est des erreurs de parenthèse. La deuxième erreur possible, c'est une erreur de point-virgule, c'est-à-dire que les paramètres n'ont pas été bien serrés. La troisième erreur, c'est entre quand on teste quelque chose qui est numérique ou quand on teste quelque chose qui est du texte, d'oublier les guillemets. Alors, vous voyez que ce que j'obtiens là, c'est pas mal, mais la formule, pas simple du tout. La condition 6, c'est très bien quand on veut tester une seule chose. Voilà, ça marche très bien. D'accord. Mais quand on commence à impliquer des si dans des si, dans des si, dans des si, il y a deux difficultés, les parenthèses dont je vous ai parlé, mais il y a aussi dans quel ordre on teste. Là, vous avez vu, j'ai testé dans l'ordre, on va dire, décroissant. D'accord. Si je ne fais pas ça, obligatoirement, il y a des fois des tests qui vont se chevaucher et donc j'obtiendrai jamais ce que je veux. Donc je vais passer maintenant la main à Mika qui va vous montrer faire exactement quasiment la même chose, mais au lieu de faire des conditions si, on va aller chercher notre résultat dans un barème. Hop, je te redonne la main. Ouais. Alors, je repartage mon écran. Hop. Voilà. Donc ici, effectivement, on va nous voir comment on peut, par rapport à la question aussi qui a été posée lors de la première heure, comment est-ce qu'on peut créer un barème, mais pas forcément des barèmes, ça peut être aussi des tableaux de recherche, et comment on va pouvoir, justement, au lieu de faire des si dans des si, créer des tableaux, des barèmes, et aller chercher dedans des valeurs en fonction de certaines données. D'accord? Donc nous, on va utiliser deux types de barèmes. Tout d'abord, un barème qui va rechercher du texte pour pouvoir attribuer une valeur numérique. Et ensuite, un barème qui va chercher du chiffre pour attribuer une valeur donc plutôt en texte. D'accord? Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est les rappels qu'on vous a mis ici. La première chose, c'est que quand vous créez comme ça un barème ou un tableau, il faut absolument que ce soit croissant. Alors, croissant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être croissant si c'est numérique ou si ça peut être croissant par ordre alphabétique. Et là, on parle bien de la colonne de recherche. On ne parle pas de la colonne donc de renvoi de la réponse. Hein. On parle bien de la colonne de recherche. Donc ici, ma colonne de recherche, c'est toujours la colonne 1. Et la colonne de réponse, c'est toujours la colonne 2. D'accord? Ici, colonne 1. Ici, colonne 2. Donc dans la colonne 1, vous voyez, on a fait tableau pour que absolument, il faut que vous ayez vos données de recherche qui soient toujours ou par ordre croissant ou alors par ordre alphabétique. C'est pour ça qu'ici, on a commencé donc moitié de Tabata avant le pass, avant le Tabata doublé et avant le Tabata effectué. Oui. Entre Tabata doublé et effectué, donc ici j'ai un D, ici j'ai un E, donc c'est pour ça qu'il passe avant. Sinon, il y aura des problèmes, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici, nous? On va demander au tableau ici, donc pour attribuer un nombre de points, d'accord? On va demander de chercher le point qui correspond à la colonne qui est liée au Tabata effectué ou pas. Alors on a un peu triché, hein, on a utilisé 4 niveaux de Tabata, comme on disait. Passe, il n'est pas fait. Effectué, c'est une fois. Une moitié de Tabata, il a fait la moitié du Tabata. Et doublé, donc il a fait 2 fois le Tabata. D'accord? Donc, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est tout d'abord, je vais devoir nommer ma plage. Alors, nommer sa plage, ça a plusieurs avantages.
La première, effectivement, c'est que je vais pouvoir l'appeler ensuite plus rapidement. Et le deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir aussi l'appeler de n'importe où dans mon classeur. Alors le classeur, hein, c'est l'ensemble des onglets, d'accord? Ça veut dire que si par exemple je veux faire un onglet avec tous mes barèmes ou tous mes tableaux de recherche et que cet onglet, je veux le cacher, pour éviter que les élèves, par exemple, le manipulent, ben, je vais pouvoir le faire. Donc, c'est très important de savoir comment on nomme une plage. Et ensuite, on va rechercher dans ce tableau. D'accord? Donc, pour nommer une plage, ce n'est pas très compliqué. Je vais sélectionner l'ensemble des cellules de ma plage. D'accord? Donc, pour sélectionner, on sélectionne la première, on clique sur le bouton majuscule sur le clavier et on clique sur la dernière. Et il prend l'ensemble des cellules. Ensuite, je vais faire un clic droit et je vais donc venir ici définir une plage nommée. Quand j'ai cliqué là-dessus, il va me demander tout d'abord de nommer la plage. Donc ici, moi, je vais l'appeler barème 1. Alors, il faut éviter les accents, éviter les accents, les espaces, etc. Il vaut mieux faire le plus simple possible, sinon il peut y avoir des erreurs. D'accord? Alors, ici, vous voyez que mon barème existe déjà, parce que je ne l'ai pas effacé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord supprimer les anciens barèmes pour qu'on puisse retravailler dessus directement. Voilà. Donc, ici, je vais resélectionner mon barème. Je vais donc le nommer. Voilà. Mon barème 1. D'accord? Et je valide. Voilà. Donc là, il apparaît ici. Il est créé. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais donc maintenant aller chercher dans ce barème. Alors, pour chercher dans ce barème, dans ce tableau, ici, donc, on va utiliser la formule recherche verticale. Pourquoi verticale? Parce que mon barème, il a été fait de manière verticale. Mais on peut aussi imaginer que j'ai fait un barème de manière horizontale. Et ça marche aussi. La seule différence, c'est qu'il faudra faire donc une recherche horizontale, donc une recherche H. D'accord? Cette formule, elle attend 3 paramètres. Ça veut dire 3 données à l'intérieur, au moins 3 paramètres, on va dire. D'abord, le premier paramètre, c'est la valeur qui est recherchée. Ensuite, dans quelle plage on recherche cette valeur? Ça va être le barème que j'ai appelé. Et enfin, la colonne de réponse, ça veut dire dans quelle colonne de mon tableau se trouve la réponse. D'accord? Donc, je vais venir ici dans ma cellule et donc je vais rentrer ma formule égale recherche verticale. Le premier paramètre, la valeur recherchée, moi je recherche ce qu'il y a ici, dans cette valeur-là, dans cette cellule-là, pardon. Ensuite, point virgule. Le deuxième paramètre, c'est donc la plage de recherche. Donc moi, je vais chercher dans mon barème qui s'appelle barème 1. Donc je vais commencer à taper barème. Et vous voyez que quand je commence à taper barème, automatiquement, il me propose les barèmes que j'ai créés n'importe où dans mon classeur. Donc je sélectionne barème 1. Vous voyez qu'ici, il me l'a coloré. Donc je vérifie que c'est bien le bon barème. Ensuite, je remets les points virgules. Et le troisième paramètre, c'est donc la colonne de réponse dans mon tableau. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci, c'est la colonne 1, celle-ci, c'est la colonne 2. Donc ici, moi, la colonne de réponse, la colonne de renvoi de réponse, c'est bien la colonne numéro 2. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et donc, vous voyez qu'ici, donc, automatiquement, il attribue les points qui sont liés à la valeur. Je vais donc étirer ma cellule ici sur l'ensemble de mon tableau pour que automatiquement, tous les points soient attribués en fonction de la case de la même ligne. Lui, évidemment, automatiquement, il comprend que si j'ai descendu ici, ça veut dire que je vais chercher la cellule qui correspond ici sur le côté. Voilà. OK? Vous voyez qu'on peut chercher du texte pour envoyer donc des points, mais on peut aussi renvoyer des points, chercher des chiffres pour envoyer du texte. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, donc, je vais faire la même démarche pour que tout le monde suive bien. Je vais sélectionner mon tableau. Je vais faire clic droit. Je vais faire définir une plage nommée. Et cette fois-ci, mon barème, je vais l'appeler barème 2. Je valide. D'accord? Ensuite, je vais aller chercher dans mon barème ou dans mon tableau. Je vais faire égal recherche verticale. Premier paramètre, quelle est la cellule qui me sert de cellule de recherche? Donc celle-ci, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur la cellule sur la colonne des points. Le deuxième paramètre, c'est donc
dans quelle plage je recherche. Donc là, je vais chercher dans mon barème 2. Vous voyez que dès que je tape barème, il apparaît ici. Toujours point virgule. Et enfin, dans mon tableau ici, quelle est la colonne dans laquelle j'attends la réponse? C'est la colonne numéro 2. Je valide. Et donc automatiquement, vous voyez qu'il attribue l'évaluation qui est liée au nombre de points. De la même manière, je vais ici, hop, étirer. Alors, au lieu du texte, tu peux avoir une mise en forme. Alors, tu veux répondre, David, le temps que je termine l'explication éventuellement sur la question. Je termine juste ici donc, en disant que effectivement, pourquoi j'insiste sur le numéro de colonne? Parce que vous allez voir, on va faire un petit exemple où on peut très bien avoir un tableau avec plusieurs colonnes. 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir inscrire aussi des conditions pour aller chercher dans une ou l'autre des colonnes. Donc le temps que David réponde et je prépare l'exercice suivant. Okay. Alors la question, c'est au lieu du texte, dans ton barème 2, tu peux avoir une mise en forme conditionnelle. Alors si tu veux une mise en forme conditionnelle, tu n'as pas besoin du barème. Puisque tu vas appliquer la mise en forme conditionnelle directement à ton résultat de cellule. Maintenant, tu peux allier les deux, c'est-à-dire afficher le mot fragile, insuffisant, etc. Et ensuite appliquer ici à ton barème et donc ce que tu affiches, une mise en forme conditionnelle. D'accord. Donc, il faut bien différencier les deux, parce que tu pourrais, pour afficher fragile, tu vas lire dans le barème, d'accord. Et pour afficher la couleur de mise en forme conditionnelle va se mettre en fonction de est-ce qu'il y a écrit fragile, donc tu mets cette couleur. Donc, si tu veux mettre une couleur directement par rapport à un nombre de points, autant faire la mise en forme conditionnelle sur le nombre de points. D'accord. Ici, on a allié les deux. On affiche par rapport au barème. On va chercher pour afficher quelque chose d'autre. Donc, vous avez vu que là, ça remplace tous les si que j'avais utilisés tout à l'heure, puisqu'en fait, on va chercher la réponse directement dans un tableau qui est ordonné. Donc, vous verrez que moi, je pourrais vous remontrer mon tableau de tout à l'heure, où j'obtiens exactement le même résultat, mais avec une formule et surtout des fonctions qui sont beaucoup plus simples à écrire. Peux-tu remontrer la formule, laquelle, Delphine, celle pour le barème? La formule pour le barème? Donc avec recherche V? Oui, d'accord. Alors, je remonte ce que j'ai fait ici. Par exemple, c'est la première. On va la refaire directement. Hein. C'est plus simple. Je vais supprimer ça. Et puis, on va refaire la formule. D'accord. Donc, cette formule de recherche verticale ou de recherche horizontale, d'accord, elle commence par un égal. Toujours. Comme les Alors autres les formules. guillemets ne servent à rien en fait, c'est pour que ça s'affiche correctement. Donc les guillemets, toi tu ne les mettras pas. Hein. Quand tu veux écrire la formule, tu enlèves bien sûr les guillemets. Voilà, ça commence directement par un égal. Hein. Ouais. Donc ici, je commence par un égal. Je vais choisir la formule recherche verticale. D'accord. Cette formule attend 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est quelle est la cellule sur laquelle tu vas effectuer la recherche. Donc ici, moi, je vais effectuer la recherche sur ma cellule de points. D'accord. Ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, point virgule. Le deuxième paramètre, il me demande dans quel tableau je vais chercher. Où est-ce que je vais chercher la correspondance. Donc moi, je vais dire, c'est dans le barème 2. D'accord. Parce que je l'ai intitulé comme ça. Et enfin, encore point virgule, dans ce tableau-là, dans quelle colonne de ce tableau se trouve ma correspondance. Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté, par exemple, une troisième colonne. Je vais mettre, voilà. J'ai rajouté une troisième colonne à mon tableau. D'accord. Mais pour cet exemple, je vais choisir toujours la colonne 2. Et j'aurais très bien pu dire, ça c'est la colonne 1, ça c'est la colonne 2, ça c'est la colonne 3. Donc là, je vais choisir toujours dans la colonne numéro 2. D'accord. Et je valide. Alors, pourquoi on va chercher une couleur? Jean-Michel, une couleur, c'est-à-dire, tu as des cases qui sont colorées, tu veux regarder si elles sont colorées? C'est ça la question? Alors, ça va être compliqué, ça. Non, tu peux chercher des valeurs, en fait. Tu ne peux pas chercher des couleurs. Parce que, en fait, dans les fonctions, tu traites, oui, des valeurs, du texte, du numérique, etc. Traiter une couleur, ça va être difficile. Alors, par contre, ça dépend ce que tu veux faire. D'une case chiffrée, on recherche une couleur. Je vois pas bien.
Alors, quand ça met NA, ça veut dire que ça n'a pas trouvé la valeur. Mm. Peut-être que tu n'as pas mis un tableau. Alors, je ne sais pas si tu fais des tests, mais peut-être que tu as mis un tableau. Tableau 1, 2, 3. C'est où ça, tableau 1, 2, 3? Alors, pendant que... Ouais, donc, on peut peut-être colorer la case insuffisant. Oui, tu peux colorer la case insuffisant, Ah oui. ouais, bien sûr. Ouais. Ça, Oui, ça, oui. ça, c'est pas incompatible avec ce qu'on a vu avant, hein, avec, Non. avec la mise en forme conditionnelle. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Là c'est vraiment la partie chercher dans un tableau et faire correspondre des valeurs d'un tableau. D'accord? Avec, par exemple, des valeurs qui ont été rentrées par l'élève. On va le faire rapidement. Je vais le faire rapidement là. Tu le fais, Mika? Tu fais une mise en forme sur les fragiles, insuffisants Ouais. et tout? Vite fait. Comme ça, on Ouais. montre. Pas de problème, Delphine. Petit Delphine. Donc ici, donc par Voilà, exemple. on va le faire, Léo. On va le faire Voilà. juste les couleurs. Ici, Voilà. donc par exemple, ici, j'ai ma colonne, pardon, d'accord, avec les résultats d'évaluation de l'élève, d'accord. Donc, je vais pouvoir avoir plusieurs possibilités, on l'a vu tout à l'heure, de faire comment on appelle ça, une mise en forme conditionnelle. Donc, pour ça, je vais aller dans Format. Je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. Ici, sur la droite de mon écran, il m'offre une fenêtre qui me permet de gérer cette mise en forme conditionnelle. Je vais choisir dans un premier temps, par exemple, de faire un dégradé de couleur. Je vais dire la valeur minimum. Alors, Là, sur du texte, tu vas j'ai une bêtise, puisque donc du coup, puisqu'on est ici sur du texte, je ne vais pas pouvoir faire de dégradé, pardon. Je vais faire forcément de la couleur unie. Si je veux faire dégradé, il faut que j'ai des chiffres. Donc, je vais faire par exemple ici, si le texte est exactement. Alors, je vais choisir par exemple insuffisant. Alors ici, attention, quand vous faites ça, il faut vraiment que le texte corresponde précisément à celui qui est rentré dans la formule. C'est-à-dire que si vous changez une lettre, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc insuffisant, je vais mettre en vert très clair. D'accord. Je vais rajouter une lettre. Je vais rajouter une règle. Si le texte est exactement fragile, je vais changer la couleur ici. Voilà. Je rajoute une règle. Si le texte est exactement satisfaisant, je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur plus foncée. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, automatiquement, j'ai à la fois la recherche dans un tableur et en même temps, automatiquement, une visibilité très, très rapide sur les données des élèves. Donc on voit très bien qu'il y a satisfaisant, qu'il y a insuffisant, qu'il y a fragile. D'accord? Alors, pour revenir, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, David? Je réponds. Non, Solène. La mise en forme n'est pas reportée. Une mise en forme conditionnelle, c'est vraiment du formatage de cellules. Donc, ça ne s'applique qu'à la cellule que tu as sélectionnée. Tu ne peux pas transposer du formatage. Donc, c'est pas l'intérêt. Et oui, il a bien répondu aussi à Magd, effectivement. Alors après, ça dépend, mais c'est sur l'onglet Accueil. Et ensuite, tu as un bouton mise en forme conditionnelle. Alors, juste pour continuer sur cette formule, on va pouvoir aussi effectivement rajouter ça à une condition. D'accord? Donc, le petit exercice qu'on va faire ici, c'est que on va dire qu'en fonction si l'élève est un garçon ou une fille, on va attribuer ici une évaluation différente, par exemple. D'accord? C'est un peu caricatural, mais ça permet d'intégrer l'idée de la condition. D'accord? Ah non, c'est normal. Donc, ici, C'est bien que c'est pas pareil, Mika, les filles et les garçons. donc ici, je vais commencer. Donc, l'idée, ça va être que je vais imbriquer ma formule de recherche dans une condition. D'accord? Donc, je vais commencer à dire, si, j'ouvre la parenthèse, la formule de si, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ça commence par, on entre la condition à tester. Donc, si lui, cette cellule-là, d'accord, est égale à G. Donc, si c'est un garçon. Alors, point virgule, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais faire recherche.
Pardon, je vais faire recherche verticale. D'accord. Pareil que tout à l'heure. Qu'est-ce que je recherche? Ben, je vais rechercher, si on reste sur le nombre de points, ici. D'accord. Deuxième paramètre, dans quelle plage je recherche? Dans mon barème 2. Et enfin, quelle est la colonne dans laquelle je recherche? Et c'est ça que ça va changer. Là, si c'est un garçon, je vais chercher dans la 2. Vous voyez où je suis ici sur la droite en haut de l'écran. Et si c'est une fille, je chercherai dans la colonne numéro 3, du coup, puisque celle-ci, c'est toujours la colonne numéro 1. Donc, je vais lui dire ici, si c'est un garçon, tu cherches dans la colonne 2. Et je ferme ma parenthèse. Alors, attention, là, je suis que dans la première partie de la deuxième partie de ma condition. C'est-à-dire que dans la condition, j'ai ici testé la condition de qu'est-ce qui se passe si la condition est vérifiée. Et donc, je dois encore mettre un point-virgule pour dire qu'est-ce qui se passe si la condition n'est pas vérifiée. Donc ici, comme il n'y a que 2 cas, si la condition n'est pas vérifiée, bah forcément, ça va être une fille. D'accord? Donc ici, je vais mettre si ce n'est pas un garçon, alors, cette fois-ci, tu vas toujours rechercher la même valeur. D'accord? La valeur ne change pas. Mais cette fois-ci, je vais chercher dans mon barème 2, non plus la colonne 2, mais la colonne 3, puisque c'est celle qui s'applique aux filles. OK? Donc là, vous voyez que Vas-y. je vais valider. Et automatiquement, si c'est un garçon, d'accord, il va donc attribuer 20 points, la valeur qui s'affiche. Mais on imagine, par exemple, que maintenant, j'étire, d'accord. Donc là, en fait, attendez, hop, voilà. On imagine maintenant que je fais la même formule, d'accord, ici, celle que j'ai prise là, d'accord, mais que je vais la faire donc avec une fille, d'accord. Donc je vais dire par exemple, toujours pareil, égale si non, pardon, on va faire plus simple. Pardon, on va faire beaucoup plus simple. Ici, on est bien d'accord que j'ai testé si c'était un garçon. D'accord? Change le sec de Romain. Comment? Change le sec de Romain, voilà. Romain s'est transformé en fille. On dit finalement, ici, j'ai une fille dans ce tableau-là. D'accord? Donc, automatiquement, vous voyez que là, il a changé la recherche dans le tableau. Et ici, pour 20 points, c'est devenu l'évaluation satisfaisante. D'accord? Si je remets garçon, hop, d'accord, c'est fragile. OK? Donc là, vous voyez qu'on peut imbriquer une condition et la recherche verticale dans le tableau. Alors, pour répondre à la dernière question, on n'a pas besoin puisqu'il n'y avait que 2 possibilités, fille ou garçon. Voilà. Donc, si garçon n'est pas rempli, ça veut dire qu'obligatoirement c'est fille. C'est pour ça qu'on n'a pas mis à nouveau un si. Maintenant, si jamais tu as 3 conditions possibles, dans ce cas-là, tu aurais effectivement dû rajouter un deuxième si pour tester la deuxième condition. Et si ni la première condition ni la deuxième n'est remplie, dans ce cas-là, c'est la troisième. Voilà. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'imbrication des fonctions si, tu peux faire des tests les uns à la suite des autres pour aller chercher, bien sûr, en fonction du barème. Voilà, donc ici, en fait, si tu dois... j'ai rouvert ma formule ici. Si jamais ici, tu veux rentrer une autre condition, d'accord? Donc ici, tu as testé la première condition. Qu'est-ce qui se passe si elle est remplie? Si elle n'est pas remplie, au lieu de mettre directement ce qui se passe, je vais intégrer une deuxième condition. D'accord? Si, et donc, tu peux intégrer comme ça plusieurs conditions. Hein. D'accord? Et à chaque fois, donc, il faut mettre bien le test et qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, éventuellement, ce qui se passe si la condition n'est pas remplie. D'accord? Mais on peut intégrer effectivement plusieurs si, enfin, un tableau de recherche dans plusieurs conditions. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va peut-être passer à la suite. On va enchaîner. Je vais reprendre la main. Ouais. Hop. Non, Lise, pas nécessairement. C'est d'où l'intérêt, en fait, comme vous avez dit, Mika, de nommer, d'utiliser les plages nommées. Parce qu'une plage nommée, ça permet de placer ton barème n'importe où et sur n'importe quel onglet. C'est-à-dire que tu peux même le déplacer en lui-même, une fois que tu l'as créé, le remettre ailleurs, etc. À partir du moment où vous l'avez nommé, vous pouvez le mettre où vous voulez, le tableur le retrouvera toujours. Donc vous allez voir, là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc le principe ici, c'est que je voudrais, je vais partir sur les onglets qui sont en bas, vous voyez. Là, je suis sur l'onglet qui s'appelle synthèse active. Et je vais vous la récupérer
ce qui se passe dans les onglets Actif 1, Actif 2, Actif 3. Donc ici, en fait, j'ai un tableau de synthèse. Je voudrais synthétiser ce qui se passe ici. Donc ici, j'ai récupéré des données d'élèves par jour ou par activité. D'accord, et ces activités sont dans 3 onglets différents. Donc, première chose qu'il faut que je fasse, c'est qu'ici, je voudrais récupérer les données de Romain dans l'activité 1. Donc, les données déjà de synthèse. Quand je vois activité 1, en fait, ce que je vais récupérer, c'est ça, le total de points. D'accord, je vais récupérer que le total de points pour cette activité 1. Pour ici, c'est assez simple. Je vais juste utiliser ma souris. Donc, ce que je veux, c'est lui dire ici égal. Et en fait, je vais juste aller pointer à l'endroit, d'accord, de la cellule. Voilà, je vais juste me déplacer. Voilà, je vais dire c'est égal à cette cellule-là. En fait, ce que je vais récupérer dans mon tableau, c'est quelque chose qui est dans un autre onglet. Pourquoi je ne l'ai pas écrit? Parce que j'aurais pu l'écrire. Parce qu'en fait, il faut retenir la nomenclature de comment ça s'écrit. Vous voyez que là, en fait, il va chercher la case C2 dans l'onglet qui s'appelle Active 1. L'onglet Active 1, vous voyez l'écriture, il y a apostrophe, Active 1, apostrophe, point d'exclamation, C2. Alors, si vous retenez que ça s'écrit comme ça, vous pouvez l'écrire directement. Mais là, c'est plus simple que je sélectionne en fait à la souris la case que je veux. Là, je n'ai plus qu'à valider. Il va me ramener. Ah oui, tu avais mis une protection dans la Mika. Il faut que je l'enlève. Oui, ouais. Attends, je vais l'enlever si tu veux. Ouais. Vite fait. Parce que là, je ne peux pas rentrer puisque Mika a protégé la feuille. Voilà, hop. Dès qu'il a déprotégé. Vous voyez que là, il a récupéré le 120, c'est-à-dire bien la donnée de Romain. Une fois que j'ai ma première case, bah, je n'ai pas là besoin de faire pareil pour tous les autres élèves. Je vais juste étirer ma formule et il va faire ce décalage. Alors, il faut que tu fous toute la plage. Ouais, Donc, déjà, je vais cocher ça. Hop. je suis en train de la chercher. Ouais. Donc, vous voyez que là, j'ai copié et effectivement, lui, il va toujours chercher dans l'onglet qui s'appelle Active 1. Je vais zoomer un peu ici. L'onglet qui s'appelle Active 1. D'accord, la case C3, etc., etc. Je vais faire pareil pour Active 2 et Active 3. Alors, attends, question, est-ce que tu peux zoomer et remontrer éventuellement, David, ce que tu viens Alors, de je vais faire? refaire pareil là, sur cette case-là. Voilà. Ici, je vais aller récupérer ce qui se passe dans l'onglet Active 2 ici. Donc, je repars mon tableau de synthèse, je mets juste égal, puisque là, je veux récupérer ce qui est écrit dans une autre cellule. D'accord? Donc là, oui, ça veut dire que tous les tableaux sont classés de la même façon, c'est-à-dire par ordre alphabétique des noms. Dans tous les tableaux que je vais chercher, c'est le même tableau. Mais ici, c'est un tableau de synthèse. Donc là, je fais juste égal, je vais dans l'onglet Active 2, je clique sur la cellule que je veux récupérer et j'ai fini. Je valide par entrée. Et automatiquement, il va me chercher la valeur dans l'autre onglet. Je l'étire de la même façon. Je fais pareil pour l'activité 3. Donc, je commence par égal. Je vais dans l'onglet Activité 3 avec la souris. Je clique sur la cellule qui m'intéresse et je valide. J'étire la formule pour que ça copie de la même façon partout. Voilà, donc là, j'ai récupéré, en fait, dans une synthèse. Alors, comment je fais pour que la cellule se note active? En fait, la cellule ne se note pas active, elle prend le nom en bas ici des onglets, Jean-Bernard. Tu vois, mes onglets ont été renommés. Alors qu'un onglet, ça peut se renommer. D'accord? Parce que ça s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. D'accord? Mais là, c'est plus facile. Donc, quand vous faites un clic droit dessus, vous aurez renommé. Et c'est plus facile de les appeler comme ça. C'est plus facile de les appeler parce qu'on les retrouve plus facilement. Et ça permettrait aussi, éventuellement ici, si tu voulais écrire la formule, de dire oui, égal, voilà. Il faut juste se rappeler qu'il faut des apostrophes et un point d'exclamation. C'est pour ça qu'ici, avec un clic de souris, ça va plus vite. Et la condition, effectivement, comme l'a remarqué, alors c'est Mag, c'est que tous les tableaux là sont identiques. C'est pour ça qu'ensuite, je peux étirer ma formule, puisque dans tous les tableaux, c'est le même ordre alphabétique. Et je sais que mon tableau ici est identique et c'est juste la synthèse. Alors, pour reprendre ce qu'on avait vu ici, ici, je voudrais récupérer la moyenne de chaque élève. Les autres tableaux, non, là, il n'y a pas besoin de les nommer. En fait, le principe, c'est que je sais que je peux tirer ma formule parce que c'est exactement le même ordre. Voilà, c'est tout. On nomme en fait les tableaux. Quand tu nommes un tableau, c'est vraiment parce que tu veux faire une recherche à l'intérieur. Ici, je vais donc me faire juste une petite fonction pour calculer la moyenne de chaque élève. Voilà. Je l'étire. Alors ça, on l'a vu ce matin, vous voyez que là, j'ai une moyenne, mais qui s'affiche avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc on l'a montré très rapidement ce matin comment faire. D'accord?
Moi, je vais le complexifier exprès. Je vais lui dire directement dans ma formule que je veux qu'elle soit arrondie. Donc, je vais imbriquer arrondi et je veux 0 chiffre après la virgule. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, j'ai imbriqué une fonction dans une fonction. Donc, au lieu de laisser ma fonction moyenne toute seule, je l'ai mis à l'intérieur d'une fonction qui s'appelle arrondi et qui va arrondir obligatoirement le résultat. Arrondi a besoin de 2 paramètres. Qu'est-ce que je dois arrondir? Qu'est-ce que je dois arrondir? C'est le calcul de la moyenne. Et je vais demander aucun chiffre après la virgule. Je valide, je copie ça. Hop. D'accord? Donc là, je l'ai mis dans une fonction exprès pour vous compliquer. Et j'aurais pu faire beaucoup plus simple en choisissant juste un format, comme Mickaël l'a montré ce matin, ou en utilisant ici ces 2 raccourcis qui permettent de réduire de façon automatique les chiffres après les virgules. Maintenant, ici, on va réutiliser ce que vous a montré Mickaël, c'est-à-dire un barème, c'est-à-dire en fonction ici, des points obtenus, je voudrais un niveau de compétence. Mon barème, il n'est pas du tout à côté de mon tableau. Mon barème, il se trouve ici, dans un autre onglet, je suis en bas là, qui s'appelle barème synthèse. Ça veut dire qu'ici, je pourrais mettre d'ailleurs tous les barèmes dont j'ai besoin dans ma feuille au même endroit. Et vers me faire une feuille où il n'y a que des barèmes. Voilà la construction de mon barème. D'accord? Donc, avec des bornes. Donc, ça veut dire qu'ici, jusqu'à 130, l'élève aura suffisant. Encore jusqu'à 130, il aura insuffisant. Donc, à partir de 130, il aura fragile. À partir de 150, il aura satisfaisant. Et 180 et au-dessus, il aura très bien. D'accord? Comme tout à l'heure, ce barème, il faut que je le nomme. Alors, je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais vérifier. Normalement, non, je l'ai supprimé, donc je vais le nommer barème comp. D'accord? Et ensuite, maintenant que j'ai mon barème, je vais pouvoir réappliquer une recherche comme vous a montré Mickaël tout à l'heure. Donc, une recherche verticale. Pas trop vite. Je cherche quoi? Ce chiffre ou dans mon barème de compétences et mon résultat est dans la deuxième colonne. Oui, tu as raison, Mag. On va revenir après sur les. Je suis passé un tout petit peu vite sur un point. Tu as raison. On va revenir après sur les marges inférieures et supérieures. Tu as raison. On va revenir dessus. Ouais. Donc voilà. Là, vous voyez qu'automatiquement aussi, j'avais prévu que en fonction du résultat ici, une mise en forme conditionnelle s'applique. Je peux vous montrer les 2 règles. Voilà, il y a 2 règles, alors, de façon simple. La première règle, c'est dans la plage ici, si le texte contient très bien, il applique cette mise en forme. Si le texte contient, affiche là, hop, si le texte contient satisfaisant, il applique cette mise en forme. Et je n'ai rien mis pour fragile, ça reste blanc. Donc vous voyez qu'ici, dans un tableau de synthèse, on retrouve un peu tout ce qu'on a vu très rapidement. D'accord? Récupérer des données qui sont sur d'autres onglets, un barème qui est complètement ailleurs. Donc là, je peux vous montrer la puissance du nommage, c'est que si ce barème, je le récupère et que je le mets là, d'accord, donc complètement à un endroit différent, ça ne change absolument rien ici, puisqu'à partir du moment où je l'ai nommé, je peux le déplacer. Alors attention, bien sûr, quand vous déplacez l'ensemble du barème. Si ici, j'oublie une partie et que je fais ça, là, il va y avoir un souci, parce qu'il va manquer cette partie-là. Alors la question, c'était quoi? Alors, ouais, tu sais, les marges inférieures et supérieures, notamment inférieures pour les barèmes. Voilà. Vous voyez ce qui se passe quand il y a une recherche verticale et qu'il ne trouve pas pile le chiffre, puisqu'on est dans des zones entre 80 et 130. Effectivement, ici, si tu n'as pas de borne inférieure, ça veut dire comme il ne voit pas ce qu'il doit faire en dessous de 80, il t'affiche une erreur. Ce qui n'est pas le cas quand il trouve quelque chose qui est supérieur à. Quand il applique recherche verticale, tant que ça n'a pas atteint le chiffre ici, il va voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est pour ça que c'est important de borner, et c'est pour ça que là, ce 0, on a l'impression qu'il ne sert à rien. D'accord? Là, en fait, celui qui ne sert à rien, c'est le 80 pour moi. C'est le 80. Le 80 ici, ça ne sert à rien. Mais c'est important, la borne basse est très très importante par rapport à la borne haute. Donc toujours prévoir le minimum qu'il peut y avoir et qu'est-ce que ça fait quand il y a le minimum. Sinon, effectivement, vous obtiendrez une erreur de, en fait, NA, ça veut vous dire qu'il ne trouve pas du tout de correspondance à la recherche. La question, c'est comment fait-on pour verrouiller... Tu vois, en bas de ton écran, là, tu vas avoir un petit menu qui va s'ouvrir quand tu cliques sur ton onglet, effectivement, et tu as la possibilité de masquer ta feuille. Tu as masqué. Donc masqué, ça veut dire que l'onglet là ne sera même pas apparent. D'accord? Ou sinon, tu as protégé.
la feuille. Alors, c'est pareil dans Excel. Dans Excel, tu peux même mettre un mot de passe. Et là, protéger la feuille. D'accord? Alors, c'est un peu particulier parce qu'ici, on est dans Google Sheet. Mais quand on protège la feuille, en fait, on va définir des autorisations. C'est-à-dire que ce fichier-là, comme il m'appartient, si d'autres personnes y avaient accès, et comme elles sont identifiées, elles n'auraient pas le droit de modifier les cellules. Là, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est définir et d'afficher un message. Quand tu essayes de modifier une cellule où tu n'as pas accès normalement, tu peux afficher un message en disant attention, là, vous allez modifier une cellule qui n'est pas normalement modifiable. C'est la seule chose. Maintenant, important, par exemple, quand vous utilisez avec les élèves, c'est d'utiliser un code couleur. C'est-à-dire de dire, voilà, les cellules de telle ou telle couleur, généralement même d'une couleur unique, c'est les cellules que vous devez remplir. Toutes les autres couleurs, d'accord, on n'y touche pas. Donc, je réponds aussi à la question, si les points sont supérieurs à 180, il va remettre à 180. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois qu'ici, par exemple, 190, il a mis très bien. D'accord? C'est pour ça que la borne basse est beaucoup plus importante que la borne haute. Après, tu peux mettre obligatoirement une borne haute très très haute, si tu veux être sûr du résultat. Mais avec la recherche verticale, il n'y a pas de souci. Il y avait une question aussi, David, sur les barèmes horaires. Alors, est-ce que tu peux préciser peut-être, Frédéric, ta question? Quand on recherche sur du temps, c'est la même chose. Là, ça va être le dernier onglet qu'on va montrer. Les temps. Hop, alors les temps. Voilà. Donc, je vous affiche cette page. Ça, c'était une demande, on a fait pareil hier. On nous a demandé hier enfin le traitement des temps. Saisie des temps, les temps sont inversés par rapport aux notes. C'est-à-dire Le principe est le même, oui, bien sûr. Ouais. Si tu mets tes notes dans le sens inverse des temps, lui, il va d'abord chercher les temps de manière croissante. Voilà. Ce qui est important, et la note de manière inversée. De toute façon, ce qu'il faut qu'il soit croissant, c'est que la colonne 1, pas la colonne de correspondance. La colonne 2, tu mets ce que tu veux. voilà. C'est-à-dire que là, les temps doivent être dans l'ordre croissant, quoi qu'il arrive. Les temps doivent être dans l'ordre croissant pour que ça fonctionne. Par contre, ici, l'ordre, peu importe. Ici, ça n'a pas d'importance. La saisie des temps. La saisie des temps, alors c'est pour ça que je vous montre ici cette page. Ouais. La saisie des temps, le problème, c'est que si on veut que le tableur comprenne bien que ce sont des temps, normalement, la saisie doit se faire sous ce format-là. C'est-à-dire heure, minute, seconde. D'accord? Pour bien qu'il comprenne. Et qu'il soit ensuite en capacité de traiter correctement ces données. Ici, ce que je vous propose, c'est, alors, j'ai mis des explications, je vais passer assez vite dessus, mais c'est qu'au lieu de saisir, par exemple, 0, 2.1, 2.25 pour 1 minute 25, c'est qu'on puisse écrire 125 dans la cellule, que ce soit automatiquement, ici, transformé en secondes, si on a des calculs à faire, etc., parce que c'est plus simple de traiter les secondes, mais que ça s'affiche quand même à ce format-là dans le tableur. Comme ça, on peut faire des calculs soit à partir des secondes, soit à partir du temps, parce que le tableur gère très très bien les temps, mais il faut les écrire au bon format. Et il est clair que si on écrit 0, 2.1, 2.25, c'est très long à écrire, et en plus source d'erreur. Surtout si c'est des élèves qui remplissent. Ici, le principe est de dire, s'il y a 25 secondes, j'écris 25. 1 minute 25, j'écris 125. 10 minutes 25, j'écris 10, 25. D'accord? J'écris tout à la suite, pas de virgule, etc. Ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe pour transformer? Je vous ai mis les explications en dessous. Donc là, en fait, vous avez juste à recopier la formule, sans comprendre. Mais je fais deux choses. Je vais toujours diviser le chiffre que je rentre par 100, quoi qu'il arrive, pour séparer, en fait, les minutes des secondes. Alors, c'est rare qu'on travaille en heures, je pense, en EPS. Donc, généralement, on a toujours des minutes et des secondes. Donc, à partir du moment où je divise par 100, je sépare les minutes et les secondes. Dans un premier temps, je vais utiliser la fonction qui s'appelle ENT, c'est-à-dire je vais récupérer la partie entière de ma division par 100, qui sera obligatoirement la partie des minutes. D'accord? Et dans un deuxième temps, je vais utiliser la fonction modulo, ici, qui va me permettre de récupérer à l'inverse la partie décimale de ma division, qui sera obligatoirement les secondes. Donc si on regarde la formule qui est ici, hop, voilà. Si on regarde la formule qui est ici, je divise ici par 100 pour avoir le nombre de minutes et je le multiplie par 60 pour passer ce nombre de minutes en secondes. Et j'y additionne la partie décimale ici de mon temps, d'accord,
pour avoir tout mon temps, donc 4 minutes 52, traduit en secondes, ça fait bien 292 secondes. Ensuite, j'ai transformé, là, dans ma suite, j'ai transformé 292 secondes, je l'ai transformé en 4 minutes 52, c'est-à-dire au bon format d'Excel. Pour ça, vous avez vu, il y a une seule opération à faire. C'est une fois que vous avez votre temps en secondes, vous divisez ce temps par 86 400. En fait, qu'est-ce que c'est 86 400 ? 86 400, c'est le nombre de secondes. C'est le nombre de secondes dans une journée. D'accord ? Et à partir du moment où vous divisez ça, le tableur, d'accord, sait que vous êtes en train de parler de temps. Par contre, j'ai appliqué ici le format heure. Si je laisse, je vous remonte normalement, au départ, ça fera ça. Voilà. Si je n'applique aucun format à cette cellule, voilà ce que j'obtiens. Je divise mes secondes par le nombre de secondes et j'obtiens ça. Et en fait, ça, c'est du temps pour un tableur. Sauf que pour qu'il le transforme en 0,4 minutes 52, vous avez juste à faire format, d'accord, et récupérer soit un format date, un format heure, pardon, soit un format durée. Ça fera exactement la même chose. D'accord. Et à partir du moment où je l'applique ce format, il transforme mon chiffre tout bizarre en bonne donnée de temps. Et à partir du moment où c'est transformé comme ça, vous pouvez même faire maintenant des soustractions de temps entre eux et tout fonctionne correctement. Et je vous ai mis à la fin là sur une seule ligne. Voilà, je vous ai mis à la fin sur une seule ligne la même formule entière, c'est-à-dire à partir de cette rentrée-là, je rentre 452 et ça m'affiche, je vous le remonte, 4 minutes 52. D'accord? Donc la formule, elle est un peu plus complexe là. Je reprends la fonction entier, donc la fonction modulo, je divise le tout par 86 400 et ça m'affiche ça. Je pourrais même un peu améliorer même cet affichage, puisque là, les 0 heures ne me servent à rien. Les 0 heures ne me servent à rien. Donc là, je vais pouvoir faire un format, alors on va prendre un format personnalisé, d'accord? Et je vais lui dire, moi, je veux juste afficher les minutes et les secondes. Alors là, dans Shield, c'est pareil dans Excel. Vous pouvez faire un format parisé. J'applique. Il y a une question, David, une question avec les centièmes, par exemple 3 secondes, 52 centièmes. Alors non, parce qu'à partir du moment où tu mets des centaines ici, ça te change complètement les opérations. Complètement les opérations. Par contre, si tu travailles avec des centièmes, c'est-à-dire si tu es en vitesse, dans ce cas-là, utilise des virgules. Voilà, 3,52. Voilà, on écrit le temps, 3 secondes 52, tu écris 3,52. Puisque ça fonctionnera dans les calculs. Il n'y a pas besoin de mettre des 2 points. Par contre, vous voyez que là, l'affichage est mieux. Donc, c'est-à-dire que l'élève, lui, il a rentré ça. Donc, comme ça facilite la saisie, mais y compris pour vous. D'accord? Ça facilite la saisie. Et par contre, vous transformez ensuite ça en format réel et vous pouvez faire tous les calculs possibles et inimaginables sur ces temps, ensuite, en utilisant les fonctionnalités du tableur. Et ça fonctionnera. Donc ça, pour répondre, parce que j'ai vu que tu avais répondu, Mika, dans le chat, mais donc ce fichier sur lequel on est en train de travailler vous sera partagé. On va le remettre un peu en forme, justement en utilisant comme ça, en remettant à quoi sert telle ou telle chose pour que vous puissiez l'utiliser. Vous l'aurez en fait, vous l'aurez en consultation, c'est-à-dire vous ne pourrez pas modifier ce fichier. Par contre, vous pourrez faire tous les copier-coller que vous avez envie à partir pour récupérer toutes les formules dans un fichier à vous. Voilà, comme Christophe a répondu. Voilà, Adrien, les centièmes, c'est vrai que là, le problème se pose, c'est parce que c'est la question des secondes par rapport aux minutes, effectivement, que c'est 60, c'est pas des centièmes. Comme les centièmes, ça pose pas de souci de calcul, effectivement, 3,52, ça marche, les additions, les soustractions de temps avec des secondes et des centièmes, il n'y a pas de souci avec ça. Pas besoin de rentrer ça en format de temps, en fait. Voilà, donc on en a fini avec cette formation.